9 skippers participent à la troisième édition de la Vendée Arctique, une course en solitaire hors norme, sur des monocoques de 60 pieds IMOCA, une course vers le Grand Nord, au départ et à l'arrivée des Sables d'Olonne, avec le cercle polaire arctique à aller franchir là où les marins le souhaitent. C'est une rencontre avec ces marins d'exception que nous vous proposons. Bonjour Ambrogio Beccaria. Eh ben bonjour. Comment te présentes-tu à quelqu'un qui ne te connaît pas? Je suis quelqu'un qui est très amoureux de la mer, qui a aménagé en France pour ça, pour faire la course au large dans la vie. Et là, aujourd'hui, j'ai un projet Vendée Globe. Alors, dans cette course au Vendée Globe, qui aura lieu dans 2 ans, tu as commencé par acheter un IMOCA à Thomas Ruyant. Tu as passé un an avec lui l'année dernière pour apprendre, comme dans une auto-école finalement. Puis te voilà maintenant seul à bord. Raconte-nous un peu tes sensations maintenant que tu es à la tête de ce qui pourrait être le prime de ta carrière. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, c'était la première saison pour moi à l'IMOCA, mais j'étais super bien accompagné. Et du coup, toute la partie de gestion du projet, c'était beaucoup moins, on va dire, stressant que peut le être aujourd'hui. Parce que, effectivement, il y avait Thomas à mes côtés, il y avait toute son équipe aussi qui gérait le projet. Nous, on était quelqu'un de la grande, mais on va dire qu'un peu la direction du projet, c'était encore TRR. Et aujourd'hui, depuis décembre, on est une vraie équipe à part entière. Et ça donne beaucoup de liberté, mais beaucoup de responsabilité aussi, vers nos sponsors, vers nous-mêmes. Et du coup, on est très, très excités au départ de la course pour voir effectivement si on est au niveau. Et voilà, on a très hâte. Alors, ça veut dire aussi, par exemple, qu'en venant ici au Sable d'Olonne, c'est aussi une prise de repère pour dans 2 ans, à tout point de vue, tu prends des notes sur l'hôtellerie, les trajets, la logistique, ce genre de Ça, choses. ça, non, vraiment pas. Déjà parce qu'on est tellement loin de ça. Je veux dire, on vient de faire un énorme chantier sur le bateau. Moi, j'ai jamais fait une course en solitaire. Pour le moment, on ne commence pas déjà à étudier la problématique Vendée Globe. Là, on est vraiment concentré sur cette course, que c'est une course quand même assez exceptionnelle. Aucun IMOCA pour le moment, il a réussi à finir le parcours. Du coup, on y va quand même assez voilà, tranquille. On pense que déjà, la course est déjà assez impressionnante toute seule. On n'a pas besoin de penser déjà à la course dans 2 ans et demi. Parle-nous de ce chantier, justement. Vous avez beaucoup travaillé sur ce bateau qui était celui de Thomas Ruyant avant. Vous l'avez beaucoup allégé. Alors, ça veut dire quoi, alléger un bateau comme un IMOCA? En fait, ça veut dire, c'est assez simple. Ça veut dire enlever tout ce que tu peux. Et puis, à petit, tu remontes à bord seulement l'essentiel. Et en fait, au final, on a réussi quand même à gagner beaucoup, beaucoup de poids. On a enlevé aussi des ballasts latéraux. Ça nous a fait gagner un peu de poids. On a enlevé énormément d'électronique. Là, aujourd'hui, le bateau consomme la moitié de ce qu'il consommait avant. Du coup, ça veut dire qu'on a enlevé beaucoup d'écrans, beaucoup des répétiteurs, de capteurs. On a simplifié au max tout ce qu'on pouvait simplifier. On a aussi essayé de travailler un peu l'aérodynamique en enlevant des choses qu'on pensait faire qui faisaient pas mal de fardage. Du coup, ça enlevait du poids encore. Notamment, on a déplacé le radeau pour qu'elle soit vraiment cachée derrière le bateau. Voilà, c'est vraiment en fait la chasse au poids, c'est une philosophie quoi. En vrai, le poids il est partout. C'est juste que des fois tu vois que des grammes, mais si tu le vois ça, si tout le monde voit ça, en fait au final ça fait 10 kilos. Sans perte de performance? Ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée. Après, en tout cas, on n'a pas enlevé de la structure. Donc, on n'a pas perdu de la fiabilité. Après, un bateau plus léger, c'est aussi un bateau moins puissant. Et aujourd'hui, notre bateau, il manquait de la puissance. Du coup, on a perdu du poids pour essayer de décoller plus tôt. Mais en faisant ça, on a sûrement perdu de la puissance. Et aujourd'hui, en fait, au départ de la Vendée Arctique, le bateau n'est pas dans sa config idéale. Parce que du coup, on a déplacé les puits de foil, que c'est ça, ça a été un travail gigantesque. Parce que c'est les centres névralgiques du bateau. C'est vraiment la structure autour de laquelle le bateau vole, autour de laquelle le bateau il est stable. Et du coup, c'est vraiment le centre, son cœur. On a changé cette position et ça, par contre, ça a été optimisé pour les nouveaux foils. Et les nouveaux foils, on ne les utilise pas sur cette course.
Du coup, aujourd'hui, on a les vieux foils, les foils V1, que c'est les foils avec lesquels Thomas il a fait le Vendée Globe, que c'est des super bonnes foils. Mais là, on les a rentrés et baissés. Du coup, en vrai, on est encore moins puissant. Dans cette course, en vrai, on est encore moins puissant qu'avant. Du coup, c'est un peu un gros point interrogatif qu'on ne sait pas trop. Par contre, voilà, on sait qu'après la Vendée Arctique, on pourra installer nos foils XXL et là, ça, a priori, ça, on n'a pas trop de doute. On sait qu'aussi Thomas, il avait un jeu de voile assez particulier. Ouais. Est-ce que tu as conservé? Est-ce que tu as d'autres voiles? Bah alors là aussi, on a fait un choix un peu de conservatif, vu qu'on a changé énormément de choses. On ne voulait pas partir non plus d'une page blanche complète parce que le bateau il avait quand même des points forts assez intéressants. Du coup, l'idée c'est qu'on va changer quand même cette philosophie des jeux de voile parce que bah, ça demande plus en tout cas de changements de voile par rapport aux autres et ça prend beaucoup d'énergie. Et il y a des phases dans lesquelles c'est trop pénalisant. Du coup, aujourd'hui, on a changé juste le J3. Pour le moment, le J2, on garde encore un petit J2. C'était ça, c'est cette philosophie pour pouvoir faire surtout du triple head au portant. Du coup, on espère voilà, qu'il y aura un peu de portant et pas beaucoup de prêt. Bon, pour le moment, jusqu'à l'Irlande, le portant, c'est pour le retour. Mais bon, Alors justement, on est à 48 heures du départ. ouais. J'imagine que tu commences vraiment à te plonger dans la météo de manière un peu plus précise et sérieuse. Raconte-nous un peu ce qui vous attend. Bah, qu'est-ce qui nous attend dans la préparation? La préparation, c'est plus ou moins fini. Enfin, non, c'est fini. Ça me reste surtout d'étudier la route dans les détails, comparer les différents fichiers, essayer de comprendre qu'est-ce qui va se dérouler les premiers jours des courses, une tendance générale, parce que demain soir, c'est demain soir que la course commence, parce que c'est à le moment de la déclaration voile. Aujourd'hui, bah, les bateaux, l'année dernière, c'était déjà le cas, on avait déjà un voile à moins par rapport au Vendée Globe. Mais c'était un équipage, du coup les changements de voile ça coûtait beaucoup moins cher et tout ça. Aujourd'hui, bah, ça c'est un peu la première grande course où on doit choisir aussi avec quelle config de voile on part, alors qu'en vrai on ne sait pas dans quel temps on va arriver. Parce qu'en course de 1000 milles, tu sais quel temps il va y avoir à la fin. Là aujourd'hui, nous on ne sait pas quel temps il y aura à la fin. Du coup, ça c'est déjà la course commence demain soir. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut bien étudier pour la déclaration des voiles. Ouais, mais tu peux nous raconter un peu dans le Ouais. détail pour le néophyte. Ah oui, Vous avez un nombre de voiles ouais, limité ouais, et en fonction de ce jeu de voiles que vous embarquez, bah, il y a des choix stratégiques à faire et des ouais, allures à privilégier. ouais. En gros, on a un nombre de voiles limité. Après, il y a des voiles qu'on ne peut pas s'en passer. Du coup, le choix, on va dire que c'est entre trois voiles. C'est un voile de portant. Nous, on a le voile de portant petit temps, on va dire, c'est un masthead 0. C'est la plus grosse voile de bord, c'est plus ou moins, c'est presque 300 mètres carrés. Après, il y a ce qu'on appelle le quad, que ça a été la voile qui a fait gagner la Jacques Vabre à ce bateau. C'est un voile qui a un peu inventé Thomas Ruyant et qu'aujourd'hui, ça commence à se diffuser. Et c'est un voile, on va dire, pour 15-20 nœuds portant. Et après, il y a le fro, que c'est la plus petite voile pour le portant. Et c'est la voile, on va dire que dès qu'il y a 30 nœuds, 25 nœuds, 30 nœuds au portant, bah, c'est avec ça qu'on navigue. Bah, du coup, c'est un des trois, on n'a pas le droit de l'amener. Et bah, du coup, en gros, ça veut dire qu'aujourd'hui, on essaie de faire des études pour savoir quelle est la plus grande probabilité d'une voile ou l'autre. Après, on sait aussi que la route, ça peut, enfin, en fait, ça peut tout changer. Si aujourd'hui on pense que ça va être une course d'un gros temps, ça se trouve qu'à la fin, peut-être on va faire 2 jours de la pétole, et ça, c'est tout à fait possible. Du coup, bah, c'est aussi où on veut placer notre prise de risque dans cette choix. Alors raconte-nous justement cette course qui vous donne un nombre de possibilités aussi assez importantes En dans plus, les choix de route, ouais, qui rajoute un casse-tête supplémentaire ouais, à celui du jeu de voile, ouais, enfin qui complique même celui du jeu de voile, c'est que bah, chacun doit tracer sa route tout seul jusqu'au cercle polaire. ouais. Qu'est-ce que ça change pour vous? Bah, ça change pas mal de choses. Après, je pense qu'on va quand même se regarder un peu l'un l'autre. Parce que tu fais la route tout seul, bah, tu fais la route tout seul. Aussi au niveau sécurité, c'est pas la même chose. Euh, Puis il y a la possibilité de passer à l'ouest de l'Islande est quand même assez faible, je trouve, parce que le passage est assez petit. Ça rallonge quand même beaucoup la route.
Par contre, ça facilite peut-être un peu le retour de temps en temps, parce que du coup, si tu es plus à l'ouest, bah, tu arrives plus facilement à contourner les dépressions par l'ouest et pas se faire coincer entre l'Irlande et une dépression, que du coup, en venant du nord, ça voudrait dire être trop près d'un vent très fort. Ça, c'est le seul effet positif d'aller très loin, c'est que le retour, potentiellement, c'est plus facile d'échapper au gros temps. La route la plus courte et la plus, on va dire, intuitive, c'est juste d'atterrir juste à l'est de l'Islande. Parce qu'après l'Irlande, que c'est un bouée obligatoire de laisser à tribord, bah, le plus court pour le secteur arctique, c'est ça. Et souvent, quand même, la route la plus courte, c'est jamais pas intéressant. Du coup, c'est un peu ça qu'on étudie le plus. Et après, par contre, il y a aussi la possibilité bah, ou d'atterrir un peu plus à l'est, en fonction bah, de... Mais aujourd'hui, on ne peut pas savoir, parce que ça dépendra de notre timing par rapport à tout le suivi de dépression qu'il va y avoir. Et vu qu'on est assez proche des centres de dépression, bah, le vent peut changer complètement. Parce que quand on est loin des systèmes, bah, le vent peut changer un tout petit peu, mais si on est tout proche, bah, ou on est sur un côté ou sur l'autre, bah, ça change la direction du vent de 180 degrés. Si on est dans le centre, il n'y a pas de vent. Si on n'est pas dans le centre, il y a 30 nœuds. Du coup, aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui va se passer entre, on va dire, le nord de l'Irlande et le cercle polaire arctique. Et par contre, il y a encore une possibilité, c'est de faire un retour par l'est. Du coup, effectivement, si bah, on est atterri à l'est et s'il y a une énorme dépression qui nous oblige à faire du près d'un 40 nœuds, bah, que du coup, on n'a pas envie de faire pour casser les bateaux, pour qu'on a peur de casser, voilà, de casser du matériel, bah, il y a quand même la possibilité de passer à l'est de l'Angleterre. Mais ça veut dire qu'il nous oblige à faire la Manche en solitaire, que ce n'est pas non plus évident, enfin, c'est même très compliqué. Mais il y a quand même cette possibilité. C'est plus une route de sécurité. Mais bon, après, par contre, il faut être sûr que dans la Manche, la météo, ça s'arrange. Tu peux nous donner un pourcentage des trois routes là, que tu viens de Ah nous ouais. donner globalement là aujourd'hui? Tu dis quoi? 20%, 60 et 20? Alors moi, j'ai dit un 10% la route à l'ouest, un 10% la route, bah même, je sens, il y a peut-être un 10-20% route à l'est, parce qu'il peut y avoir quand même des grosses dépressions qui nous barrent la route. Et du coup, le 70, un peu plein, ouais, plein centre. Après, il y aura quand même un peu un choix à faire, mais ça va être plus en fonction de la météo des derniers moments, on va dire. Une fois qu'on aura passé l'Irlande, on saura à peu près, je pense, où on va atterrir. Justement, comment toi tu envisages ces 3 premiers jours en termes d'organisation de vie à bord, en termes de stratégie météo? C'est là où il va falloir être sur le coup vraiment. Ouais, sûrement. Bah, pour le moment, j'ai l'impression que quand même, on est assez sûr de ce qu'on va faire jusqu'à l'Irlande. Et ça nous simplifie un peu la tâche. Ça va être surtout du près. Après, le départ, c'est quand même très piégeux. On va avoir la grosse molle. Et c'est marrant parce que ouais, on part de la grosse molle, un peu avec des transitions thermiques peut-être. Et après, on sait que bah, ça c'est fini le confort et ça va commencer une route assez extrême, enfin une course quand même assez extrême. Et puis, arriver en Irlande, effectivement, ouais, il faut pas oublier que quand même le champ de possibilités, c'est large. Il ne faut pas rester focus sur un truc qu'on avait pensé que c'était bien. Parce que peut-être qu'il y en a d'autres possibilités qui s'ouvrent. Il faut faire gaffe quand même à la sécurité et tout ça parce que on voudrait vraiment pas rester coincé entre une grosse dépression et la côte sous le vent. Ça, c'est une situation qu'on n'aime pas. Parce que si on a un problème, on est vite dans des gros problèmes. Du coup, bah, il faudra jouer avec la route la plus courte, la plus sûre, gérer les risques de performance, mais aussi de sécurité. Bah, ça nous prend du temps, ouais. Justement, comment tu vas placer ce curseur? Tu es un compétiteur évidemment, mais tu as un bateau qui est en mise au point. Comment tu Ouais. vas arbitrer ces choix-là? Bah après, on sait qu'on a un bateau très fiable. On sait qu'on a un bateau très fiable, il a déjà fait le Vendée Globe, ça n'a aucun souci. C'est un bateau sur lequel on a plein confiance. Nous, on n'a pas du tout enlevé de la fiabilité de tout ça. Du coup, pour ça, je pars quand même assez confiant. Par contre, c'est un bateau toujours très très complexe qu'on vient de prendre en main. On est une équipe tout jeune. Bah, du coup, ça dépendra des premiers jours de comment le bateau va réagir, de comment moi je vais me sentir à bord
Et en fonction de tout ça, ben, je vais prendre la confiance ou peut-être pas. Et si je prends la confiance, il faudra prendre pas trop non plus la confiance, quoi. À quoi tu t'attends en termes de navigation dans ces mers très nord comme ça? Ouais, bah je m'attends à que ça va être une navigation assez différente de ce qu'on est habitué à faire en entraînement. Ça, à chaque fois que j'ai fait des courses comme la route du Rhum ou la Détransat, que c'est des courses quand même assez dures, quand on rencontre quand même des situations météo bien extrêmes, quand ne cherche pas l'entraînement, bah dans ces moments-là, on navigue toujours différemment qu'à l'entraînement. Et je ne dis pas que c'est forcément euh, plus on veut dire, un conservatif, mais on s'arrange pour trouver des configs de voile qui marchent. Et vu qu'on a beaucoup de temps pour les chercher, bah, on finit toujours par trouver des choses assez créatives, quoi. Et c'est ça que j'aime bien, essayer de comprendre le bateau, de le faire, de faire en sorte qu'on s'adapte le mieux possible aux conditions qu'on va retrouver. Toi, tu connais ces mers du Nord? Non, vraiment pas. On a fait l'année dernière avec ce bateau, on a fait la route de Cap. Du coup, on a passé les Shetland, mais ça c'est le plus nord que je fais. C'est quand même assez bien loin du cercle polaire arctique. Mais bon, déjà on était assez nord, ouais. Et tu as discuté un peu avec les gens qui connaissent pour, comme ça, avoir quelques tuyaux sur le vent, les mers, le passage rapide des systèmes? Ouais, bah après, la route qu'on fait nous, c'est un peu particulier. Mais j'ai pas mal de copains qui sont allés plutôt en Groenland. Et du coup, c'est une route un peu différente où il fait pas mal plus froid parce que du coup, au moins, nous, on est encore dans une petite veine du Gulf Stream assez longtemps. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'iceberg à l'ouest de l'Islande, alors qu'à l'est de l'Islande, bah, la zone d'exclusion arctique est quasiment collée à la côte. Du coup, bah, au moins ça, au moins ça, il n'y a pas d'iceberg, ça au moins c'est une bonne nouvelle. Et du coup, ouais, on en a parlé un peu. Après, les routes, ça dépend tellement sur quel bateau tu les fais que ça peut être tout à l'opposé, quoi. Du coup, j'ai pris ce qu'il y avait à apprendre. Après, il faut pas, voilà, sinon, souvent en plus, quand tu essaies d'expliquer la route, tu racontes que les parties difficiles, tu vois. Du coup, il faut pas. Et toi, comment tu, pareil, places le curseur entre le sportif et l'aventure? Là, par rapport à une transat, on rentre vraiment dans un format que tu connais peut-être un peu moins bien, celui de l'aventure, de la dureté des éléments, du froid, de... Bah, pour moi, la route du Rhum et la Détransat, par exemple, ça a été une énorme course où le paramètre aventure, c'était hyper présent. Et mais moi, j'utilise la compétition et la performance pour trouver l'énergie qu'il faut pour vivre cette aventure. Je ne ferais jamais ce parcours avec ce bateau s'il n'y avait pas les concurrents, quoi. Et sur la partie, justement, vie à bord, Ouais. dans des conditions assez hostiles, c'est une première, dans le froid, dans le très froid. Comment tu t'es préparé à ça en termes de petits tips, d'alimentation, de vêtements, de chauffage peut-être, je ne sais pas. Alors, j'ai pas de chauffage. J'ai un peu les mêmes vêtements que j'avais sur la Détransat. Parce que la Détransat, quand on arrive vers les bancs de Terre-Neuve, on rentre dans la courante du Labrador, que c'est de l'eau à 5 degrés. Et, et je me rappelle très bien de ce moment. C'est extrêmement froid. Et après, non, moi, en termes de nutrition, bah, j'amène toujours une cocotte minute avec laquelle je me fais quelque chose à manger. Et ça, bah, par contre, ça fait du bien, quoi, parce que j'arrive à faire des plats chauds que j'arrive à recuisiner. Et du coup, ça va être très réconfortant. Plus qu'un petit lyophilisé, quoi. Et après, je pense que je vais amener aussi une bouillotte. Ça, c'est un conseil d'une copine. Je pense que je vais amener une bouillotte. Est-ce que tu peux nous parler, le fameux risotto au safran? Ouais, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la flotte? C'est que des marins que tu connais bien, vous avez beaucoup navigué ensemble les uns contre les autres. Pas vraiment. Euh, Mais vous êtes aussi tous dans des projets assez jeunes. Hmm. C'est un peu en dehors de Sam qui est le plus avancé. Ouais. Vous en êtes tous à peu près au même point. Raconte-nous un peu ta vision de la flotte et comment tu la radiographies. Ouais.
Bah, la flotte, bah alors déjà, on n'est pas très nombreux. On n'est pas très nombreux, mais ça nous suffit. Ça nous suffit à faire une belle course, je crois. Effectivement, quand on t'a dit bah, Sam est Massif et l'équipe, euh, je pense qu'ils sont quand même un bon maître devant tout le monde. Ils ont gagné toutes les courses qu'ils ont fait, sauf les grands transats. Preuve que bah, Sam est très fort, le bateau il est très réussi dans ces conditions, l'équipe a énormément d'expérience. Du coup, bah, eux, ils sortent un peu de l'équation et de ma radiographie parce que bah, tout le monde est au courant. Et les autres, mais en vrai, j'ai pas beaucoup navigué contre aucun d'eux. Bah, parce que au final, quand moi j'ai fait du mini du classe 40, eux, ils ont fait plutôt du Figaro ou autre parcours. Du coup, bah, en vrai, on s'est quasiment pas rencontrés. Avec Corentin et Elodie, j'ai fait juste une course en Figaro. Avec Sam, ouais, quelques étapes à droite à gauche. Mais en vrai je les connais pas forcément très bien. Comme marin, j'ai bien sûr suivi les parcours de tous parce que bah, ça, je suis quelqu'un passionné et du coup, j'ai beaucoup suivi tous les parcours. Peut-être la seule, c'est Violette. Avec Violette, on a fait. Mais bon, elle commençait toute juste, quoi, en mini. Quand moi, j'ai gagné ma mini, elle faisait sa première transat. Et elle avait 18 ans, je crois. Du coup, elle était vraiment hyper jeune. Mais je me rappelle que dans les départs des courses, ça arrivait qu'elle faisait 24 heures qu'elle était en tête, quoi. Du coup, ça nous avait déjà marqué, quoi. Dernière question sur l'ambiance des sables, du chenal. C'est un truc un peu mythique. Tu es venu déjà en repérage sur le dernier Vendée Globe. À quoi tu t'attends déjà là sur dimanche le départ? Bah, je sais que les sables, c'est un port chaud, comme on va dire. Et bon, j'espère que voilà, il y aura un peu de public qui va nous faire sentir bienvenus à l'arrivée, enfin au départ, mais à l'arrivée aussi, quoi, parce qu'on en aura besoin. Bonne course, Merci, merci beaucoup. merci beaucoup.